StudyGate Digital Learning Technologies. Bronchiolite aiguë du nourrisson. Il s'agit d'une infection virale des voies respiratoires distales, les bronchioles, qui va donner une obstruction. C'est une obstruction bronchiolaire. Cette obstruction, elle est due à l'inflammation aiguë, donc l'inflammation obstatique, épaississement de la paroi avec un œdème de la sous-muqueuse, donc ça va rétrécir la lumière. En plus, l'agression virale donc va donner une nécrose des cellules épithéliales avec augmentation de la production de muqueuse. Ces débris cellulaires avec le mucus va former ce qu'on appelle le bouchon muqueux qui va aussi participer à l'obstruction de la lumière. Il y a aussi une composante légère due au bronchospasme. Le bronchospasme donc n'est pas si important, mais qui m'a fait l'asthme. Le muscle lisse à cet âge, il n'est pas assez développé. وذاك علاش في البرونكيولite aiguë du nourrisson, on ne donne pas des bêta-2 mimétiques. La composante donc bronchospasme n'est pas très importante. Des données épidémiologiques sur la bronchiolite aiguë maintenant, ça touche les nourrissons, c'est-à-dire l'âge à partir de 1 mois jusqu'à 2 ans. Et ça survient par épidémie saisonnière, automno-hivernale. La bronchiolite aiguë du nourrisson, ça constitue la maladie infectieuse des voies respiratoires inférieures la plus fréquente chez le nourrisson. Donc ça touche à peu près 2 à 3% des nourrissons, avec un pic entre 2 et 8 mois surtout. Ça touche surtout les enfants fragiles, donc surtout les prématurés, les faibles poids de naissance, l'âge inférieur à 6 semaines, les nourrissons ayant des anomalies respiratoires préexistantes, ayant des cardiopathies, des déficits immunitaires, les nourrissons exposés au tabagisme passif et les nourrissons en collectivité. Déjà, c'est des facteurs de récidive, donc c'est des bronchiolites à répétition généralement. Il faut savoir que la bronchiolite aiguë du nourrisson, dans la majorité des cas, c'est une maladie bénigne, donc traitée de manière symptomatique en ambulatoire, donc 95%. Seulement 5% des cas donc, justifient une hospitalisation. Dont 1 à 2% sont des formes graves qui nécessitent l'hospitalisation en réanimation. Donc 5% d'eau comme 1 à 2% barca grave. Donc c'est une maladie bénigne. Les virus responsables, c'est surtout le virus respiratoire syncytial, le VRS, donc 80% de cas. Où là, il faut apprendre ses caractéristiques. Là, je m'en fais des QCM. Donc c'est un virus à ARN. La famille, c'est les Paramyxoviridae. Ou femmes à 2 sous-types antigéniques A et B qui coexistent au cours de l'épidémie. Le seul réservoir de VRS, c'est les sécrétions respiratoires de l'homme malade. La transmission, donc, elle peut être de manière directe, par contact avec les particules aériennes contaminées lors de la toux ou des éternuements, ou une transmission par voie indirecte par les mains ou le matériel souillé. La survie de VRS, aux alentours de 30 minutes sur la peau, 1h30 sur les gants et 6 à 7 heures sur les surfaces non poreuses et les linges. Donc, c'est un virus qui a une contagiosité importante qui débute avec la maladie et qui peut se prolonger jusqu'à 4 semaines, même après la guérison, surtout dû à la persistance de l'excrétion nasale. Il faut savoir que l'immunité est transitoire, dure 3 à 4 semaines à Kahou. Donc, le nourrisson peut faire une bronchiolite charradée, chargée, une autre bronchiolite. Alors, l'immunité elle est transitoire. L'incubation elle est aux alentours de 2 à 8 jours. Puis le virus donc va se multiplier au niveau de la muqueuse nasale. Il a donc une symptomatologie de rhinopharyngite. Puis il va gagner de proche en proche les voies aériennes inférieures, notamment les bronchioles. L'agression virale donc sera responsable de la nécrose de l'épithélium, de la réaction inflammatoire, donc l'œdème sous-muqueux, et donc l'obstruction bronchiolaire. Où l'obstruction bronchiolaire sera responsable du tableau clinique. Des complications, notamment des apnées, de l'emphysème,
des atelectasies. Et il faut savoir que l'activité mucociliaire elle est altérée et ne redevient efficace qu'après plusieurs semaines. Avec une sensibilité accrue aux infections. Avec une bronchiolite peut se surinfecter. L'épithélium il est vulnérable. Juste un mot sur le VRS chez l'adulte, ça donne généralement une symptomatologie banale à type donc de rhume, de rhinopharyngite à chaos. Donc ça touche pas les voies aériennes inférieures chez l'adulte. Les autres virus pouvant être responsables de bronchiolite, il faut les apprendre. Le myxovirus para-influenzae, le métapneumovirus identifié en 2001, l'adénovirus très important, 10% donc des bronchiolites, et ça donne des formes sévères, des formes avec de la fièvre. L'adénovirus est pyrogène, donc il a une fièvre 40, ce qui n'est pas habituel pour la bronchiolite aiguë virale. Le rhinovirus, myxovirus influenzae et les virus émergents tels que le bocavirus et le coronavirus. Donc presque le bronchiolite sauf le rotavirus, le gastroentérite viral, donc il est atropisme digestif, et le parvovirus, il a un tropisme érythrocytaire. Donc ne les cochez pas. Et il faut savoir que souvent c'est des co-infections virales, donc plusieurs virus en même temps. Cliniquement, alors comment faire le diagnostic positif de la bronchiolite? C'est un diagnostic clinique, donc se base sur l'interrogatoire et l'examen physique. Alors ça commence par des signes de rhinopharyngite d'allure banale, donc rhinorrhée, avec une toux sèche, mais avec une fièvre modérée ou fièvre absente, donc à calme 38,5. Puis 2 à 3 jours après, il y aura l'apparition des signes respiratoires à type 2, difficulté respiratoire, donc dyspnée, avec une polypnée. La dyspnée, elle est à prédominance expiratoire avec ce qu'on appelle un freinage, donc augmentation du temps expiratoire, avec des signes de lutte respiratoire, battement des ailes du nez, l'étirage susternal, intercostal, sous-costal, avec un thorax qui est distendu. Et la polypnée, donc pour les nourrissons c'est généralement à partir de 50 cycles par minute ou à partir de 40 cycles par minute. À l'examen, il faut savoir que l'auscultation pulmonaire elle est très riche, donc on peut tout ausculter le bronchiolite aiguë. C'est généralement les râles crépitants au début, et c'est des râles crépitants qui peuvent être même en foyer. Puis des râles sous-crépitants dans les deux temps respiratoires, l'inspiration et l'expiration, et enfin les râles sibilants, et parfois même des sibilants audibles à distance, ce qu'on appelle le wheezing. Voire on peut avoir une auscultation pulmonaire normale, donc un silence respiratoire, surtout dans les formes graves lors de l'épuisement. Et le reste de l'examen clinique, il est normal dans cette forme. Donc si on récapitule, comment faire le diagnostic d'une bronchiolite aiguë? C'est le nourrisson, donc l'âge inférieur à 2 ans, en période épidémique automno-hivernale. C'est généralement le premier épisode ou le deuxième épisode. Un contexte d'infection virale, de virose, donc notamment une rhinopharyngite depuis 40 ou 72 heures, dans un contexte de contagion virale, avec cliniquement une toux, une dyspnée obstructive, une polypnée, des signes de lutte, avec une distension thoracique. Et à l'auscultation, on peut tout avoir, des râles sibilants surtout, voire même des râles crépitants, sous-crépitants ou une auscultation silencieuse. Une fois on a fait le diagnostic donc de bronchiolite, il faut évaluer la sévérité de la bronchiolite. C'est surtout le retentissement de la bronchiolite en elle-même. La femme a un tableau, il faut la prendre. Donc femme a la bronchiolite de sévérité légère, moyenne ou la modérée ou sévère. 4 paramètres, c'est la fréquence respiratoire, la présence de tirage, la saturation en O2 et l'alimentation. Donc pour la bronchiolite légère, la fréquence respiratoire elle est inférieure à 40, il n'y a pas de tirage, la saturation O2 à l'air ambiant elle est supérieure à 92 et l'alimentation elle est normale, donc pas de difficulté alimentaire. Cette forme c'est la plus fréquente, la bronchiolite légère. Donc pas d'examen complémentaire, pas d'hospitalisation, le traitement en ambulatoire.
Puis on a la bronchiolite de sévérité moyenne ou la modérée. La fréquence respiratoire, c'est entre 40 à 70 par minute. Il y a un tirage. La saturation O2 à l'air ambiant entre 88 et 92%. Et il y a quelques difficultés alimentaires. Là, il faut hospitaliser le nourrisson, mais on ne aucun examen complémentaire n'est recommandé. Par contre, le bronchiolite sévère, la fréquence respiratoire elle est supérieure à 70 par minute, donc c'est une polypnée marquée. Un tirage qui est marqué, une saturation O2 à l'air ambiant inférieure à 88 et l'alimentation qui est presque impossible. Donc ici, il faut hospitaliser le nourrisson et il faut faire des examens complémentaires. Attention. Juste un mot sur l'évaluation de la sévérité, elle devra être faite après mise en condition du nourrisson. C'est après des obstructions nasales, bio sous l'épaule. Et il faut aussi observer le nourrisson pendant l'ATT, donc pour évaluer surtout les difficultés alimentaires. Donc, il y a les 3 préalables pour évaluer la sévérité de la bronchiolite. À part la sévérité de la bronchiolite, il faut savoir qu'il y a d'autres critères qui impliquent l'hospitalisation au cours d'une bronchiolite. Il y a 3 types de critères. Il y a le terrain, l'importance de la détresse respiratoire et son retentissement, donc la sévérité de la bronchiolite, et il y a aussi l'environnement social. Pour les critères liés au terrain, l'âge inférieur à 6 semaines ou inférieur à 3 mois. Donc apprenez inférieur à 3 mois, qui m'a les francophones, les anglo-saxons, inférieur à 6 semaines. La prématurité inférieure à 34 semaines d'aménorrhée avec un âge corrigé inférieur à 3 mois. Vous لازم تعرفوا que la correction de l'âge تتحسب jusqu'à 39 semaines d'aménorrhée. Donc par exemple, كان واحد prématuré تولد في 33 semaines d'aménorrhée وتوا عمره 7 semaines. Donc l'âge corrigé نحسبوا donc نكملوا من 33 semaines حتى يكشي ل 39 semaines, c'est 6 semaines. مازال شهر, donc l'âge corrigé نتاعو c'est 1 mois هكا. Donc وقتها نوليو on l'hospitalise. Et la présence de comorbidités telles qu'une cardiopathie congénitale, une HTAP, une dysplasie bronchopulmonaire, donc femme antécédent d'intubation en période néonatale, mucoviscidose et les déficits immunitaires. Donc, c'est des critères liés au terrain. Quel critère de façon isolée implique l'hospitalisation. Mais quand le bronchiolite est sévère, on a des examens complémentaires, juste on hospitalise. Deuxièmement, les critères liés à la bronchiolite. Là, il faut savoir qu'une bronchiolite donc, moyennement sévère ou elle est sévère, ça implique l'hospitalisation. Mais il y a d'autres critères le tableau, qui sont tenus en compte et qui peuvent impliquer l'hospitalisation. La fréquence respiratoire supérieure à 60. Qui est la fréquence respiratoire supérieure à 60, d'emblée donc on hospitalise le nourrisson. L'apnée, la présence d'une cyanose, la présence de signes de lutte marqués, déjà on a la présence de signes de lutte marqués, déjà c'est une bronchiolite sévère. Les difficultés alimentaires, une déshydratation stade 2, une fièvre supérieure à 38,5 et qui est supérieure à 3 jours, et un aspect toxique. Donc des critères, l'évaluation de la sévérité, la bronchiolite moyenne ou elle est sévère, on hospitalise le nourrisson. Et troisièmement, les troubles de l'environnement familial, l'incapacité de la famille à assurer les soins et la surveillance, et les conditions socio-économiques défavorables. Et il faut savoir qu'il y a des signes qui conduisent à un transfert en réanimation d'emblée. C'est des signes d'extrême gravité. Surtout les formes apnéisantes, les formes des apnées avec une respiration irrégulière. Les signes de l'épuisement, donc une bradypnée avec auscultation silencieuse, avec disparition des signes de lutte. Donc c'est l'épuisement. Les signes de lutte très marqués. Le retentissement neurologique avec une agitation qui est due à l'hypoxémie ou une somnolence qui est due à l'hypercapnie. Et le retentissement hémodynamique, surtout l'HTA dû à l'hypercapnie et le collapsus. Donc d'emblée, c'est la réanimation. Les rôles jouent presque 1 à 2% mais les bronchiolites hospitalisés.
Pour les examens complémentaires, alors c'est uniquement pour les formes sévères. Donc les formes modérées, même si hospitalisées, des examens complémentaires. C'est uniquement les formes sévères. Nous avons une radiographie de thorax. La radiothorax, elle est faite surtout pour chercher une complication dans le cas d'une forme sévère. Et si elle est réalisée, elle met en évidence surtout les signes de distension thoracique. Donc une horizontalisation des côtes, élargissement des espaces intercostaux, des sommets arrondis avec aplatissement des coupoles et de l'emphysème pulmonaire bilatéral. Mais peut montrer des troubles de la ventilation tels qu'une atelectasie ou des infiltrats ou condensations alvéolaires qui ne sont pas synonymes d'une surinfection bactérienne. Donc, des images alvéolaires, c'est pas automatiquement une surinfection bactérienne. On va faire un ionogramme sanguin, surtout à la recherche d'une sécrétion inappropriée d'ADH, donc d'une hyponatrémie, et un gaz de sang. Ou le NFS ou le CRP, pour les formes sévères, une fièvre supérieure à 38,5 qui est supérieure à 3 jours. Surinfection. Et pour poser le diagnostic d'une surinfection bactérienne, c'est un faisceau d'arguments, y compris un argument biologique, l'ascension de la CRP et l'hyperleucocytose à prédominance neutrophile. Diagnostic différentiel, alors devant toutes les dyspnées obstructives du nourrisson, il faut toujours évoquer un asthme du nourrisson, surtout s'il y a plus que 3 épisodes de dyspnée avant l'âge de 2 ans, et surtout s'il y a un terrain atopique. D'ailleurs, il faut savoir que les épisodes de sibilance au cours de l'asthme du nourrisson sont très souvent déclenchés par des viroses, qui est le bronchiolite, donc c'est un diagnostic différentiel. Donc, les traitement de l'asthme, donc les bêta-2 mimétiques et les corticoïdes. Ce n'est plus une bronchiolite aiguë. Deuxièmement, l'inhalation des corps étrangers intrabronchiques à partir de l'âge de 6 mois, l'âge de la préhension. Donc, c'est une dyspnée sifflante d'apparition brutale avec présence d'un syndrome de pénétration et une distension qui est asymétrique. Troisièmement, la myocardite aiguë virale. Où l'on a des signes d'insuffisance cardiaque, la triade, la tachycardie importante, l'hépatomégalie et la cardiomégalie à la radiothorax. C'est un diagnostic différentiel classique. Les affections héréditaires obstructives qui sont la mucoviscidose et les causes malformatives, l'on a surtout s'il y a le caractère traînant des signes respiratoires. On a des examens complémentaires plus avancés. La prise en charge thérapeutique. Alors, pour le bronchiolite aiguë, le traitement il se limite aux seules mesures symptomatiques validées. Donc, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Donc, il n'y a pas de traitement de rasna. Des mesures symptomatiques qui sont prouvées scientifiquement. Alors, pour les bronchiolites légères qui vont être traitées en ambulatoire, il faut expliquer et justifier aux familles les mesures symptomatiques et les règles de surveillance. Les mesures symptomatiques, d'abord la désobstruction nasale. Donc il faut montrer la technique à la mère. Le lavage de nez plusieurs fois par jour au physiol. Et ceci avant la prise du biberon. L'enfant il est couché en décubitus latéral. Le lembout donc du sérum physiologique dans une narine et le sérum physiologique doit ressortir par l'autre. Deuxièmement, il faut assurer une hydratation suffisante par une alimentation fractionnée. Allège fractionnée pour éviter la distension gastrique qui peut compression à les poumons, la respiration. Troisièmement, le couchage de l'enfant en position dorsale proclive de 30 degrés. Attention, pas d'oreillette, مش معناه نحطوا مخدة تحت l'enfant. لا، mais نحطوا المخدة تحت الجراية de telle façon الجراية تبدا طالعة à 30 degrés. Attention, il faut respecter la toux. Donc, déjà, la même les antitussifs et les mycolytiques chez les nourrissons à moins de 30 mois. Donc, même. Donc, attention aux antitussifs. Et il faut bien sûr conseiller les règles d'hygiène, notamment une température ambiante modérée, entre 19 et 20 degrés, une aération régulière de la chambre et proscrire le tabagisme passif. Avec tout ça, il faut bien sûr donner des consignes de surveillance pour la famille, à reconsulter en cas de élévation thermique supérieure à 38,5, une détérioration de l'état respiratoire, un changement de comportement, un refus alimentaire,
des troubles digestifs à type de vomissement, des signes d'alerte, donc il faut reconsulter. En cas d'hospitalisation pour les bronchiolites modérées, voilà, le bronchiolite sur un terrain particulier, voilà, les bronchiolites sévères, le traitement, il a donc 3 objectifs. Il faut d'abord réduire le travail respiratoire, assurer une hydratation suffisante et une oxygénation suffisante aussi, pour maintenir une saturation supérieure à 92%. Donc, pour le premier objectif, pour la réduction du travail respiratoire, bien sûr, la désobstruction nasale toujours indiquée, le régime fractionné, dans ce cas, l'apport hydrique par une sonde de gavage nasogastrique, surtout en cas de refus alimentaire, en cas donc, de détresse respiratoire, en cas de vomissement, ou parfois un apport hydrique parentéral par voie IV, surtout en présence de critères de gravité, les apnées, la présence d'hypoxémie, donc l'insuffisance respiratoire, et la mauvaise tolérance digestive. Pour l'hydratation, les formes légères et modérées, il faut donner les besoins de base du nourrisson et compenser les pertes insensibles liées à la fièvre et à la polypnée. Et attention, pour les formes sévères, il faut faire une restriction hydrique modérée. Il faut donner 2/3 des apports journaliers de base. La sécrétion inappropriée d'ADH. Il faut surveiller la natrémie. Pour l'oxygénation, pour maintenir une saturation supérieure à O2, nous les lunettes nasales, voilà les masques, voilà les lunettes audibles. Tout ça, bien sûr, avec une surveillance rapprochée de la fréquence respiratoire, de la saturation, des signes de lutte et de l'état hémodynamique et nutritionnel. Attention, la kinésithérapie n'est pas indiquée. Il n'y a pas de traitement médicamenteux curatif de la bronchiolite, ça il faut l'expliquer aux parents. L'antibiothérapie n'est pas indiquée, sauf s'il y a des arguments clinico-biologiques et radiologiques de co-infection bactérienne. C'est surtout si la fièvre se prolonge supérieure à 3 jours, s'il y a un foyer radiologique et s'il y a ascension de la CRP et de la polynucléose neutrophile. On suspecte une surinfection bactérienne ou antibiotique. Maintenant, les complications de la bronchiolite. Alors, les complications aiguës. D'abord, l'insuffisance respiratoire aiguë, donc liée surtout à l'épuisement. Je trouve les signes de l'épuisement, donc le silence auscultatoire, la diminution et la disparition des signes de lutte, la présence d'une bradypnée, des apnées, le bobbing, c'est un signe tardif, le haussement des épaules avec l'abaissement de la mâchoire inférieure, avec donc un retentissement hémodynamique parfois, donc l'HTA dû à l'hypercapnie ou parfois le collapsus, le retentissement neurologique, l'hypotonie, la dynamie liée à l'hypoxémie, l'agitation en Z, à la somnolence liée à l'hypercapnie jusqu'au coma. Et les convulsions, les convulsions en fait le bronchiolite aiguë ont 2 causes. Soit c'est un signe d'une encéphalopathie anoxique, donc c'est l'hypoxémie sévère. Soit les convulsions peuvent être dues à une sécrétion inappropriée d'ADH, donc une hyponatrémie, donc tachyconvulsion. Deuxièmement, la surinfection bactérienne, surtout l'hémophilus influenzae, le pneumocoque et Moraxella catarrhalis. Donc là, en faveur de la surinfection bactérienne, qui m'appelle la fièvre prolongée sur 3 jours, l'aspect purulent des sécrétions bronchiques, le foyer pneumonique radiologique, un syndrome infectieux biologique et la présence d'une otite moyenne aiguë associée. Là, il faut donner amoxicilline, acide clavulanique pour cibler l'hémophilus. Il y a une résistance à l'amoxicilline. Troisièmement, le pneumothorax et le pneumomédiastat, surtout chez l'ancien prématuré. Quatrièmement, le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, donc c'est surtout les bronchiolites sévères. Il faut donc respecter une restriction hydrique. Pour les complications à moyen et à long terme, donc c'est rare, généralement l'évolution est favorable, mais on peut avoir une persistance des sibilances au-delà de 2 à 3 semaines, voire même un wheezing résiduel qui peut évoluer vers la chronicité, l'asthme des nourrissons, donc une hyperréactivité bronchique, des séquelles bronchiques et bronchiolaires, donc une atelectasie, et une complication exceptionnelle liée à la bronchiolite oblitérante par destruction des structures anatomiques, et c'est l'insuffisance respiratoire chronique, mais c'est très exceptionnel. Finalement, la prévention. Donc, c'est un pilier très important de la prise en charge de la bronchiolite aiguë, c'est la prévention. Alors, les mesures de prévention dans les collectivités,
c'est surtout le lavage répété des mains, la décontamination quotidienne des objets et des surfaces. En milieu hospitalier, pour éviter la bronchiolite nosocomiale, il faut isoler les nourrissons présentant une bronchiolite d'autres malades. Il faut porter des masques. Il faut observer un lavage des mains avant et après s'être occupé de l'enfant. Donc 3 mesures en milieu hospitalier, il faut les apprendre. Les mesures familiales, les règles d'hygiène toujours, donc lavage des mains, retrait d'une crèche pour les nourrissons à risque de forme grave, surtout les prématurés, les terrains particuliers, les cardiopathies, etc. Éviction du tabagisme passif. Éviter donc de toucher le nourrisson donc, par des étrangers. Donc, le nourrisson, ça peut transmettre les virus, surtout en période d'épidémie. L'allaitement maternel qui augmente les défenses immunitaires de l'enfant. L'immunoprophylaxie, donc par perfusion d'anticorps monoclonaux anti-VRS, ça existe et c'est réservé aux prématurés à calme 35 semaines, pour les enfants traités aussi pour dysplasie bronchopulmonaire et pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale sévère. Donc c'est surtout le schéma, une première injection avant le début de l'épidémie, puis une injection par mois pendant la période d'épidémie. Donc soit 5 injections. Mais c'est très cher, donc manouche d'utilisation courante. Attention, donc là je me dis que CM, il n'y a pas de vaccin efficace contre le VRS. StudyGate, Digital Learning Technologies.